Deuxième vidéo sur ce chapitre consacré à la manière dont la mondialisation a façonné le territoire des États-Unis. Je vous rappelle que le diaporama qu'on utilise ici, c'est le même qui est disponible sur Perltree et que je vous demanderai d'utiliser pour prendre la trace écrite et réviser ce chapitre en vue du test final. Alors, on avait déjà traité un premier aspect de ce thème-là, qui était le rôle des grandes villes, la métropolisation du territoire, vous vous rappelez. J'espère que vous avez eu le temps de l'assimiler. Et là, on va passer à un autre thème qui est l'adaptation des réseaux de transport, qui est une autre manifestation de l'adaptation des États-Unis à la mondialisation. Alors pourquoi une adaptation ? La première question du B était destinée à vous le faire comprendre. Il s'agissait de mesurer la distance entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. Alors pour cela, on a recours à l'échelle graphique qui est ici, en bas à droite. On vous dit que 1,5 cm sur la carte, c'est égal à 500 km dans la réalité. Donc reste ensuite mesurer la distance sur la carte pour savoir combien de fois il y a 1,5 cm dans cette distance et multiplier ensuite par les 500 km. Alors quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il y a 12 cm sur la carte, ce qui signifie qu'il y a 8 fois 1,5 cm. Donc 8 fois 500 km dans la réalité, ça fait 4000 km d'est en ouest. C'est une distance énorme. Pour comparer avec la France, la France du nord au sud, elle fait, vous voyez, la distance Lille-Marseille, c'est un petit peu moins d'un millier de kilomètres. La distance nord-sud aux États-Unis, c'est 2300 km de la frontière canadienne à Houston. Donc, gérer les réseaux de transport dans un espace aussi immense qui ressemble plus à un de ces pays continents comme la Chine ou le Brésil, c'est un défi et ça l'a toujours été dans l'histoire des États-Unis. Ça l'est d'autant plus aujourd'hui qu'il s'agit de s'adapter à des courants d'échange renforcés et très importants à l'échelle mondiale. Alors, cette adaptation, elle a commencé très tôt aux États-Unis, elle a commencé au 19e siècle, et pas par la voiture au début, pas par le camion, mais par le train, bien sûr, le train à vapeur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la carte, vous allez voir, cette carte sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui est celle des chemins de fer, des principaux chemins de fer contemporain, elle reflète une réalité du passé, en particulier cette ligne-là qui va de New York à Chicago, Saint-Louis et jusqu'à San Francisco. En fait, cette ligne-là, c'est la première à avoir créé la traversée du territoire et elle a été bouclée en 1869. En 1869, ici, dans la ville de Promontory, les deux équipes des deux compagnies ferroviaires qui ont créé cet immense chantier fêtaient donc la fin du chantier, le raccordement est-ouest, avec donc cette compagnie qui était la Central Pacific, qui venait de Californie et qui a rejoint les gens partis d'Omaha de la compagnie Union Pacific. Voilà. Et donc cette date, elle est très importante à retenir dans l'histoire des États-Unis, c'est 1869. À partir de 1869, les États-Unis sont traversables par le train d'est en ouest. Alors c'est l'époque où les États-Unis se développent à une allure phénoménale, donc il y a eu des solutions techniques pour, par exemple, franchir les montagnes rocheuses. C'est un chantier c'est un chantier pharaonique avec énormément d'ouvrages d'art, de tunnels, de ponts, etc. Et la preuve de ce développement, c'est que 15 ans plus tard seulement, donc dans les années 1880, vraiment à la fin du 19e siècle, les États-Unis ont déjà un réseau complet, un réseau ferroviaire complet. Non seulement il y a cette ligne donc historique est-ouest qui va de San Francisco à Chicago et jusqu'à New York, mais elle a été doublée par des lignes parallèles le long de la frontière canadienne, le long de la frontière mexicaine, et puis par des lignes nord-sud aussi, qui relient les régions à cette époque moins développées du sud et de l'ouest aux régions centrales, vraiment à l'époque qui étaient celles du nord-est, les plus industrialisées et là où se développaient les plus grandes villes.
Donc à partir de ce moment-là, la totalité du territoire des États-Unis est appropriée, exploitée grâce au train. Puisque, par exemple, les minerais qu'on peut tirer des mines dans les montagnes rocheuses, le bétail élevé dans le Middle West vont pouvoir être transportés en grande quantité vers les régions consommatrices, dans ces régions les plus riches du Nord-Est. C'est vraiment la fin de la conquête de l'Ouest, la fin de l'appropriation du territoire par les Américains eux-mêmes, souvent au détriment de leurs premiers occupants, c'est-à-dire les tribus amérindiennes, hein, les Sioux, les Cheyennes, etc., qui ont été repoussés toujours plus loin, parqués dans des réserves et mis de côté en quelque sorte dans l'histoire de ce pays. Aujourd'hui encore, ces grandes lignes, je vous le disais tout à l'heure, sont les grandes lignes ferroviaires qui traversent le pays d'est en ouest, comme par exemple celle qui va, de Los Angeles à Chicago, suivent le tracé de ces premiers trains du 19e siècle. Voilà par exemple la ligne qui va de Los Angeles à Chicago, là, qui quitte la Californie avec, je vous demanderai de vous en rappeler tout à l'heure, des conteneurs à l'intérieur de ces trains. Cette photo permet de passer à un autre mode de transport qui, lui, ne s'est développé que beaucoup plus tard, un demi-siècle plus tard, qui est le transport routier. Alors, des routes, il en existe depuis longtemps aux États-Unis. Il y en a de célèbres, comme la route 66, par exemple, que visitent souvent, que parcourent les touristes qui ont la chance d'aller aux États-Unis, puisque c'est une route historique qui a été celle des pionniers, hein, qui allaient d'est en ouest, justement avant la création du train. Mais c'est une route qui aujourd'hui n'est plus du tout significative, évidemment, de la modernité du réseau de transport, dont on peut avoir une petite idée avec ces autoroutes très très larges, en particulier à proximité des villes, ici comme à Los Angeles. La carte que vous avez dans votre livre, page 299, donne une idée des principales autoroutes du pays, qui relient sans surprise évidemment les grandes villes entre elles. J'aimerais que vous jetiez un petit coup d'œil sur cette vidéo que je vous ai mise dans Pearl Trees, qui permet de comprendre à partir de quand s'est développé le réseau autoroutier américain. En fait, il s'est développé à l'instigation d'un président qui s'appelle Dwight Eisenhower, et qui, à partir de 1956, a lancé un programme de très grands travaux, des grands travaux comme il n'y en avait pas eu depuis justement la traversée des États-Unis par le train un siècle auparavant. Et ces travaux, qui se sont développés dans les années 50, 60, ont permis de créer un énorme réseau autoroutier, ce qu'on appelle le Interstate Highways, c'est-à-dire un réseau autoroutier qui, pour la première fois, permettait d'aller d'un État à l'autre des 50 États américains. Alors, vous verrez, cette vidéo permet de voir l'enthousiasme de l'époque, il y a un commentaire d'époque qui dit « Il sera possible désormais de rouler de l'Atlantique au Pacifique, du Canada au Mexique, sur des routes modernes et sûres, etc. » Alors, ce réseau autoroutier, bien sûr, depuis, il s'est étoffé. Voilà le réseau autoroutier tel que l'avait planifié Eisenhower, qui a été créé à la fin des années 50. Voilà le réseau autoroutier aujourd'hui. Vous voyez qu'à l'époque, il ne rejoignait que les principales villes. Aujourd'hui, la plupart des villes secondaires sont également desservies par des autoroutes, si bien que les États-Unis possède aujourd'hui le réseau autoroutier le plus long du monde. Il fait 70 000 kilomètres. Alors, avec des ouvrages d'art spectaculaires, avec des autoroutes par exemple intra-urbaines, vous vous rappelez comme c'est le cas à Los Angeles, qui peuvent faire des centaines de kilomètres. Il y a 1000 kilomètres d'autoroutes par exemple à l'intérieur de l'aire urbaine de Los Angeles, avec des échangeurs autoroutiers qui sont parmi les plus utilisés du monde, comme celui-là que je vous ai déjà montré, qui est très célèbre à Los Angeles. On continue d'ailleurs à en construire, comme celui-là qui a été construit il y a une dizaine d'années à Boston, le Big Dig à Boston. C'est aussi un pays qui confie énormément de transport de marchandises aux camions. 30% des marchandises qui circulent aux États-Unis sont transportées par camion. Le pays tout entier compte 3,5 millions de chauffeurs routiers. C'est un des métiers les plus
courant dans la population américaine. Et puis, on voit que c'est encore et bien que ce modèle soit devenu tout à fait ingérable et menaçant pour l'environnement, ça reste encore vraiment le pays de la bagnole, le pays de la voiture, puisque 90% des Américains se rendent au travail en voiture. Vous vous rappelez, c'est très lié à la structure des villes, la manière dont les classes moyennes sont parties souvent loin de leurs emplois qui sont restés en ville. C'est le modèle périurbain qui a fini d'ailleurs par s'exporter un peu en Europe. La preuve aussi, c'est que le pays compte plus de voitures qu'il n'y a de titulaires du permis de conduire, ce qui veut dire qu'un Américain titulaire du permis de conduire a souvent 2 voitures. Donc, enfin, en tout cas, beaucoup d'entre eux ont 2 voitures. Alors, ça, c'est les 2 types de transports ceux auxquels on pense immédiatement. Il y en a auxquels on ne pense pas forcément tout de suite. C'est celui que montre par exemple la carte page 290 à travers cette petite flèche bleue que l'on voit se dessiner ici. Je pense que vous vous repérez, hein, on est au nord-est du pays, entre Chicago et Détroit, et cette flèche bleue montre la navigation sur les Grands Lacs. Alors je vous propose de zoomer un petit peu sur cette région. On retrouve la même flèche bleue qui signale en fait les endroits navigables par des navires, évidemment pas des gros porte-containers, pas des navires qui peuvent traverser les océans, mais des navires de taille moyenne, en fait peuvent circuler sur les Grands Lacs et surtout passer de l'un à l'autre, puisque c'est une route continue qui permet de rejoindre le lac supérieur, le lac Michigan, et donc Chicago ici, ou le lac Huron, le lac Erie avec Détroit ici, et qui permet de transporter tout un tas de marchandises jusqu'au Canada en fait, puisqu'on peut remonter la vallée du Saint-Laurent par Montréal, par Québec, et même déboucher sur l'océan Atlantique. Et là, souvent, les marchandises sont transbordées puisqu'elles peuvent être transbordées sur des bateaux plus grands qui peuvent traverser les océans. Donc c'est une voie d'eau qui est extrêmement utilisée, celle des Grands Lacs, même si comme ça le paysage a l'air très morcelé. Alors évidemment, là aussi, ça a nécessité, on voit que les États-Unis sont un pays riche, puisque ça a nécessité des aménagements très très importants. D'abord parce que ces différents lacs ne sont pas à la même altitude, et que entre les différents lacs, et entre les différents lacs et la vallée du Saint-Laurent, par exemple, ici, hein, on le voit sur ce schéma ici, là, il y a un sacré dénivelé, c'est-à-dire des endroits qui pourraient être dangereux pour ces bateaux, et qui tous ont été aménagés en créant, je pense que vous connaissez ce type d'infrastructure, en créant ce qu'on appelle des écluses. Alors des écluses, c'est un peu des ascenseurs à bateau en fait, hein. On fait rentrer le bateau dans un bassin que l'on vide progressivement, et une fois que le bateau est redescendu au niveau du canal suivant, on le libère, et puis voilà, ça permet de passer sans encombre des dénivelés qui sont importants. Alors quand on voit cette carte du trafic fluvial et maritime, on s'aperçoit, là c'est évidemment le trafic maritime vers les ports de la côte Est, hein, New York entre autres, mais on voit que le trafic sur les Grands Lacs et dans la vallée du Saint-Laurent est également très 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 important, et donc compte dans la mondialisation. Alors, d'autant que ce système des Grands Lacs, en fait, ce système du Saint-Laurent et des Grands Lacs, il est relié à la vallée du Mississippi par un canal. Il y a entre Chicago et Saint-Louis, donc Chicago sur le lac Michigan et Saint-Louis sur la vallée du Mississippi, il y a un canal qui permet à des bateaux de taille assez considérable de passer d'un système à l'autre, du système des Grands Lacs à la vallée du Mississippi. Alors pourquoi c'est important ? Bien parce que la vallée du Mississippi, c'est tout simplement le plus grand réseau de transport fluvial au monde. Là aussi, au prix d'un certain nombre d'aménagements. Mais le Mississippi, c'est un fleuve énorme, hein, c'est le deuxième fleuve au monde derrière l'Amazone. Et même, vous le voyez avec cette légende, une partie de ces affluents sont également navigables. Ce qui veut dire, par exemple, que
Pour prendre un exemple très connu, vous avez ici dans les Midlands une des régions les plus la région la plus productrice au monde de céréales, du blé, du soja, du maïs, etc. Eh bien, une partie de ces céréales sont transportées sur les Grands Lacs et aussi dans la vallée du Mississippi euh, par ce type de bateau. Alors, plus on va vers le sud, plus le Mississippi s'élargit et peut porter des charges de plus en plus lourdes. Le transport fluvial de ce genre, il est intéressant, il est rentable pour des matériaux qui sont lourds, volumineux et qui n'exigent pas non plus un transport ultra rapide. Ça peut être des céréales, ça peut être des minerais, comme par exemple ici, vous voyez, du charbon transporté en convoi. Vous avez une motrice ici et puis des barges de charbon traînées sur le Mississippi. Le Mississippi qui devient donc très très large plus il va vers le sud, vers le golfe du Mexique où il va se jeter, plus il s'élargit puisqu'il est grossi par différents affluents. Ici on voit le Mississippi à Memphis et plus au sud il est encore plus large. Alors, bémol à cette description, c'est aussi un des fleuves les plus pollués du monde, parce qu'il charrie les pesticides et les engrais de cette région du Middle West, la région céréalière, et puis aussi parce que, bien sûr, le trafic maritime ne contribue pas à rendre l'eau, le trafic fluvial, pardon, ne contribue pas à rendre l'eau plus pure. Alors, je vous demanderai d'énumérer ces différents mode de transport. Il y en a un autre aussi auquel on ne pense pas forcément, c'est le transport de ce qu'on appelle les hydrocarbures, c'est-à-dire le gaz et le pétrole, dont les États-Unis sont de gros producteurs. Alors, gaz et pétrole peuvent être transportés dans des bateaux, ils peuvent être transportés dans des camions-citernes, mais sur de grandes distances entre les régions productrices et les régions les plus consommatrices, ou l'endroit où le pétrole brut ou le gaz naturel est transformé, il se fait beaucoup par oléoducs et gazoducs. Les oléoducs, c'est pour conduire le pétrole, oil en anglais c'est le pétrole, et les gazoducs bien sûr, c'est fait pour conduire le gaz naturel. Un bon exemple de ces oléoducs, c'est celui qui traverse l'Alaska. Alors l'Alaska, situons-là d'abord, c'est le seul territoire qui n'est pas, avec Hawaï, avec l'archipel d'Hawaï, qui n'est pas limitrophe au reste des États-Unis. En fait, c'est un bout de territoire subpolaire que les Américains ont acheté aux Russes à la fin du 19e siècle. Un tsar russe qui ne savait pas trop quoi faire de ces étendues glacées et qui l'a vendu pour 70 000 $, je crois, en 1867 au gouvernement des États-Unis, qui a fait une très bonne affaire puisque bien au nord de l'Alaska, il y a du pétrole. Le problème, c'est que ce pétrole que l'on extrait ici dans la zone la plus froide et la plus nordique donc de l'Alaska, eh bien, il faut le transporter vers le sud, c'est-à-dire l'endroit où peuvent aborder les bateaux, parce que ici, bon, le réchauffement climatique est en train de transformer les choses, mais ici, quand même, durant l'essentiel de l'année, il y a la banquise, il y a des conditions de navigation qui sont tout à fait impossibles. Or, c'est ici que le pétrole est extrait vers Prudhoe Bay. Et le pétrole, il est chargé dans des pétroliers, plutôt dans le port de Valdez. Or, entre les deux, vous l'avez vu en regardant cette échelle graphique, eh bien, il y a à peu près 1 millier de kilomètres. L'Alaska, c'est un petit peu plus grand que la France, on va dire. Ce qui veut dire qu'entre les deux, il y a cet immense oléoduc qui conduit le pétrole brut du nord vers le sud. Alors, c'est un oléoduc qui a nécessité là aussi un chantier énorme. Et c'est un oléoduc qui représente un danger énorme pour l'environnement, comme d'ailleurs certains autres oléoducs sur le territoire américain plus central, le territoire métropolitain. Pourquoi particulièrement celui de l'Alaska ? Eh bien, parce que en fait, l'Alaska c'est une région sismique. Il y a fréquemment des tremblements de terre, normal, on est à la limite des plaques tectoniques. Vous savez que tout autour du Pacifique, donc toute la côte ouest des États-Unis plus l'Alaska, c'est des régions qui sont très menacées par les séismes, la Californie aussi. Il y en a eu un en 2018 par exemple, à Anchorage ici, au sud de la
au sud de l'Alaska, ce qui veut dire que un de ces séismes pourrait bien avoir la peau de l'oléoduc et créer une immense marée noire et des dégâts terribles dans l'environnement. Et puis il y a une menace un peu plus insidieuse que l'on voit à l'œuvre ici sur cette route d'Alaska, c'est le dégel de ce qu'on appelle le permafrost. Alors le permafrost, c'est le sol des régions subpolaires, comme la Sibérie en Russie, comme ici l'Alaska, qui normalement ne dégèle jamais en profondeur. En tout cas, pendant des milliers d'années, il n'a jamais dégelé en profondeur. Et puis là, avec le réchauffement climatique, eh bien, le dégel, au lieu de ne concerner qu'une partie très mince de la surface, eh bien, se répand en été et finit par affecter la solidité du sol, si bien que il y a des affaissements, il y a des glissements de terrain, comme on peut le voir ici, et encore là, c'est pas très spectaculaire sur cette route, mais ça veut dire que cet oléoduc, eh bien, il est menacé également par des glissements de terrain ou des affaissements. C'est donc un mode de transport qui est évidemment extrêmement dangereux pour l'environnement. Autre mode de transport qui montre l'adaptation des États-Unis à la mondialisation, c'est bien sûr l'avion, celui qui a été développé le plus récemment. Alors là, c'est très facile à démontrer. Il suffit de regarder les cartes des villes que vous avez dans votre livre. On s'aperçoit que dans beaucoup des plus grandes métropoles américaines, il n'y a pas un seul aéroport international. Il y a, comme on l'avait vu pour Tokyo un petit peu, à New York par exemple, il y en a 3, dont le principal est JFK, l'aéroport Kennedy, mais aussi LaGuardia et Newark sont 2 autres aéroports. À San Francisco, dans toute la région métropolitaine de San Francisco, il y a également 3 aéroports internationaux. À Chicago, il y en a 2, avec une variété de destinations évidemment très très grande. Et puis un bon exemple, c'est aussi l'aéroport d'Atlanta. Atlanta n'est pas la plus grande métropole des États-Unis, mais elle possède le plus grand aéroport des États-Unis et du monde par ailleurs, en termes de nombre d'avions qui le fréquentent et en termes de nombre de destinations. On vous dit au milieu des années 2000, il y avait à peu près 100 millions de passagers et plus de 1300 décollages par jour. En fait, c'est lié au fait que cet aéroport est ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire c'est un endroit où le trafic aérien est redistribué. Vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez faire escale à Atlanta et prendre un avion pour à peu près n'importe quelle autre destination. C'est un centre de redistribution du trafic aérien. Donc il faut bien sûr préciser que les Américains, plus que les autres peuples, prennent l'avion énormément, puisque d'abord parce que c'est un pays riche et qu'il y a une partie des Américains qui peuvent se le permettre, et puis aussi à cause des distances intérieures évidemment du pays qui conduit à prendre plus volontiers l'avion si vous allez au-delà de 500 km, quoi. Si vous allez en particulier de la côte est à la côte ouest ou du nord au sud. Alors, on a énuméré un certain nombre de moyens de transport. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'adaptation à la mondialisation, c'est pas seulement avoir une diversité de réseaux de transport, c'est aussi avoir des réseaux de transport qui sont très bien interconnectés, qui sont connectés entre eux. Alors, cette interconnexion des réseaux de transport, c'est le rôle de ce qu'on appelle les plateformes multimodales. Une plateforme multimodale, pour le dire rapidement, c'est un endroit où l'on peut passer facilement d'un mode de transport, d'où le nom d'intermodal, d'un mode de transport à un autre mode de transport, ou à plusieurs autres modes de transport. Ce que je vous propose, c'est d'en donner quelques exemples, quelques exemples très précis, concrets, pour que vous en ayez une idée claire. Commençons par les plateformes intermodales les plus impressionnantes, qui sont les grands ports maritimes. Alors, j'ai pris l'exemple de Long Beach, qui est le port au sud de Los Angeles, ici. Et voilà, par exemple, le terminal à containers de Long Beach. Vous savez que les ports sont divisés en secteurs spécialisés. Ici, c'est le terminal qui sert à recevoir des conteneurs avec les grands portiques de déchargement, l'accueil de ces bateaux géants que sont les porte-conteneurs. À quoi on voit que c'est une plateforme multimodale ? Eh bien,
intermodal, c'est la même chose, par exemple au fait que les conteneurs passent très rapidement du bateau au camion. Les camions peuvent prendre en charge très rapidement ces conteneurs. Quelle que soit d'ailleurs la provenance de ces conteneurs. Parce que le conteneur, c'est un objet standardisé. Il y en a de deux tailles, ils font tous 2,60 m de haut, et ils sont allongés soit de 6, soit de 12 mètres. Et leur taille et leur forme est absolument partout la même, si bien qu'un conteneur peut être déchargé, transporté, etc., en Chine comme aux États-Unis, comme en France, de la même manière et avec le même type d'équipement. C'est sans doute un des outils majeurs de la mondialisation, que ces conteneurs et bien sûr les bateaux qui les portent, ces bateaux absolument géants. La dernière génération de porte-conteneurs peut contenir jusqu'à 17 000 conteneurs et la valeur totale de toute une cargaison peut dépasser les 500 millions de dollars. Vous imaginez les assurances que peuvent souscrire de telles compagnies maritimes. C'est des bateaux qui peuvent être longs de 370 mètres, c'est-à-dire qu'ils sont plus longs que la hauteur de la Tour Eiffel, et qui ne sont actionnés que par une vingtaine d'hommes d'équipage pour transporter des milliers de tonnes de marchandises. Alors, toujours dans ce port de Long Beach près de Los Angeles, on peut voir que les conteneurs sont traités très très rapidement, entre autres avec ces véhicules robotisés qui les amènent au bateau, au contraire qui les déchargent des bateaux. Et puis donc ce port, il est évidemment branché sur les transports routiers, ça c'est un des accès du port de Long Beach pour les transports routiers. Il est aussi branché sur le trafic ferroviaire. Voilà un des accès ferroviaires au terminal à conteneurs. On voit ici le stockage très provisoire, il ne reste ici que quelques heures des conteneurs, et puis on voit les portiques qui sont chargés, qui roulent, et qui sont chargés de les placer sur les trains. Et là on voit la gare de triage avec ces trains qui sont... et ces conteneurs peuvent ensuite traverser les États-Unis pour aller par exemple sur la côte est ou vers le sud à bord de ces trains. Autre exemple de plateforme intermodale, justement l'aéroport d'Atlanta dont on parlait tout à l'heure, qui sert au trafic de passagers, mais pas seulement, puisqu'il sert également au fret, c'est-à-dire au transport de marchandises, comme le montre cette photo aérienne, où l'on voit que l'aéroport lui-même, avec ses pistes d'atterrissage, il est très très bien desservi, évidemment, par tout un réseau autoroutier et ferroviaire il y a une gare évidemment près de l'aéroport, et puis il y a des sorties, des échangeurs autoroutiers qui permettent aux marchandises transportées par avion de passer rapidement au transport terrestre. Je vais vous en donner un exemple avec un produit que vous connaissez bien, qui est l'iPhone. Alors la carte ici part de l'exemple de l'iPod, qui est un peu passé de mode, qui était le baladeur d'Apple, mais l'iPhone suit exactement le même circuit. Alors il faut savoir que les produits Apple, ils sont certes, on l'avait vu, la direction d'Apple, ses ingénieurs, la mise au point des produits, ça se passe ici, dans la banlieue de San Francisco, dans la Silicon Valley, à Cupertino. Okay. Ça c'est pour la conception, mais pour ce qui est de la fabrication, l'essentiel des iPhones par exemple sont assemblés à partir d'ailleurs d'éléments qui sont produits dans une quarantaine de pays, sont assemblés ici en Chine, dans la ville de Shenzhen en particulier. Alors pourquoi en Chine ? Tout simplement parce que les salariés chinois qui font ça sont payés à peu près 400 € par mois. Et donc, ça fournit des bénéfices extrêmement importants à Apple, qui économise beaucoup d'argent sur la fabrication de ses produits. Ça, c'est un des ressorts de la mondialisation, c'est-à-dire l'éclatement du processus de fabrication sur plusieurs pays pour aller trouver les coûts les moins chers. C'est ce que font beaucoup de firmes transnationales. Alors, ça signifie que ces iPhones qui sont créés en Chine,
qui sont assemblés en Chine, doivent être ensuite rapatriés sur les marchés où on les consomme le plus. Alors les Chinois en consomment un peu, mais en particulier les marchés des pays riches, le Japon, l'Australie, l'Europe, et puis bien sûr les Américains eux-mêmes. Ce qui veut dire que c'est un produit qui traverse le Pacifique et qui peut être commercialisé par exemple jusqu'à sur la côte est des États-Unis. Alors, cette carte vous permet de mesurer le temps que met un iPhone pour traverser ces distances-là, pour aller de l'usine de Shenzhen, où il est fabriqué par les Chinois, pour, l'Apple Store de la 5e avenue à New York, pour être acheté par un consommateur américain. Alors, quand on regarde bien, l'iPhone commence son voyage par le camion qui l'emmène jusqu'au port chinois de Hong Kong. Ça met à peu près 4 heures. Et puis ensuite, dans le terminal à conteneurs de Hong Kong, il est chargé dans un porte-conteneurs et il mettra une quinzaine de jours pour atteindre le port de Los Angeles ou de Long Beach le plus souvent. Et donc, arrivé à Los Angeles, Long Beach, il sera ensuite, le conteneur, comme vous l'avez vu, sera chargé sur un train, ou alors il va prendre, il sera sans doute sur une partie de son parcours transféré sur un camion. Et tout ça se fait dans une série de plateformes intermodales qui permettent un passage très très rapide d'un moyen de transport à un autre. Si bien que de l'un à l'autre, en fait, quand vous comptez bien, pour traverser toute une moitié du monde, il faut simplement une vingtaine de jours. Et pour traverser un pays qui fait 4000 km de long, il faut simplement une vingtaine de jours. Donc c'est le signe, évidemment, de cette ouverture à la mondialisation et de l'adaptation des réseaux de transport. Tous les moyens de transport que l'on a vus là, c'est ce que montre l'exemple de l'iPhone, sont interconnectés et rendent le transport des produits extrêmement rapide. Donc je vous demanderai de conclure là-dessus, ou plus exactement de conclure quand même sur une réserve sur ce modèle américain, une réserve qui est évidemment d'ordre environnemental, écologique. Ce système de transport mondialisé, il a deux limites. Son impact très très négatif bien sûr sur l'environnement, puisque c'est des transports, que ce soit aérien, routier en particulier, qui développent une dépendance extrême aux énergies fossiles, au pétrole donc en particulier, avec une contribution record des États-Unis aux émissions de gaz à effet de serre. Donc les Américains contribuent énormément au dérèglement climatique. Et puis c'est un réseau de transport aussi qui a une autre limite, qui est son coût d'entretien, ce qu'il coûte à entretenir. C'est un coût d'entretien qui est absolument gigantesque, et au point d'ailleurs qu'une partie du réseau, surtout routier en particulier, américain aujourd'hui, n'est pas en si bon état que ça, et même nécessiterait des centaines de milliards d'investissements pour rester fiable. Le président Trump s'en est en partie rendu compte et a débloqué un certain nombre de fonds, mais tous les spécialistes disent que ces fonds sont insuffisants pour parvenir à entretenir en particulier un réseau routier aussi exigeant. Donc voilà, il y a aussi des limites à ce raccordement à la mondialisation. Alors je vous demanderai, après avoir repris cette trace écrite, de matérialiser sur la carte donc ces principaux axes de transport sous cette forme, avec des flèches pour symboliser à la fois les axes principaux du réseau autoroutier et ferroviaire, on va dire, et puis les hubs aéroportuaires avec des carrés noirs comme ça autour des principales villes, et donc en particulier vous rappelez d'Atlanta. Et puis je vous demanderai, pour préparer la prochaine sous-partie, la partie C, d'avoir mis ces couleurs sur la carte pour distinguer trois types de régions. Le Manufacturing Belt, la Sun Belt et le Middle West. Alors, je vous laisserai les tracer vous-même. Faites attention quand vous placez ces couleurs, vous ne les placez bien sûr qu'au crayon de couleur. Vous essayez de faire une couleur légère, de pas griffouiller votre carte énergiquement, si bien qu'on ne verrait plus rien. Voilà, je vous fais confiance pour faire une carte propre, et je vous demanderai d'ailleurs de la joindre à la fin au test
que je ferai sur ce chapitre-là. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions et j'espère vous revoir bientôt.